J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Patrick Ruche, qui est professeur et président du département des sciences de l'information de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, HESSO à Genève. Merci Patrick d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui. Patrick dirige également le groupe de text mining de l'Institut suisse de bioinformatique, donc le Swiss Institute of Bioinformatics, qui propose des services d'analyse de texte pour soutenir la conservation des bases de données du CIB, telles que SwissProt et NextProt, environ 1 million de requêtes par an. Avant ses nominations, il a travaillé pendant une douzaine d'années dans plusieurs environnements cliniques et de recherche, notamment à la Bibliothèque nationale de médecine, au NIH Bethesda, Maryland, aux hôpitaux universitaires de Genève et à IBM Research à Zurich, où il a développé des systèmes d'aide à la décision basés sur des textes pour les scientifiques du vivant et les professionnels de la santé. Il va nous présenter le groupe SPHN Data Lifecycle Management. Il a la responsabilité de cette task force. C'est un plaisir de t'entendre aujourd'hui nous parler de cette thématique très importante. Merci à toi, Patrick. Alors, merci à tous les auditeurs. Merci à Muriel de m'avoir donné cette opportunité de présenter disons, les résultats du groupe de travail sur la gestion du cycle de vie des données. Alors, les supports sont en anglais, mais j'imagine que je peux continuer en français sans trop de problèmes. Si jamais il y avait des questions, on pourrait les régler à la séance de questions. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Alors, c'est parti. Alors, le groupe de travail, la task force s'appelle Data Lifecycle Management. Voilà, pratique, standard et spécifications pour un catalogue de gestion des datasets. En abrégé, on a tendance à l'appeler le groupe de travail sur le dataset catalogue. Voilà, DASC. Alors, c'est un groupe de travail qui, disons, si j'essaie de définir rapidement le mandat, qui doit quand même faire 2 pages pleines. Son but, c'est de gérer les datasets. Alors, on va vite définir ce que c'est qu'un dataset. C'est quelque chose ce qui probablement va distinguer les datasets des données que doit gérer le groupe de travail sur les cohortes, hein, que vous connaissez probablement mieux. C'est qu'en fait, on estime que les données ont un début et elles ont une fin. C'est typiquement un dataset, c'est quelque chose qu'on va produire pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, à la suite d'un projet de recherche qui va être publié, alors qui peut être publié d'une manière classique, hein, comme des données supplémentaires d'un article scientifique, ou qui peuvent être publiées d'une manière moins classique, c'est-à-dire avec un accès restreint. Voilà. Donc le groupe de travail s'intéresse à la gestion de ces données qui ont une unité en fait et qui vont pas durer. Enfin, c'est pas des datasets qui vont durer comme les cohortes 10 ans, 20 ans, voire plus. Voilà. Ça, c'est la distinction assez importante. Pour le reste, le groupe de travail s'occupe évidemment de faire en sorte que ces datasets puissent être trouvés, hein, donc c'est le find, qui puissent être accédés. Une fois qu'on les a trouvés, il faut encore pouvoir y accéder. Il peut y avoir des accès restreints, comme je l'ai dit. Dans une certaine mesure, il faut que ces données, en tout cas pour les données stockées dans le catalogue, elles soient interopérables. Je vais revenir là-dessus. Hein. Évidemment, il faut aussi qu'on puisse les réutiliser avec peut-être des modèles de licence ou des choses comme ça. Et évidemment, du consentement pour les données qui devraient être consenties. Alors, il y a, disons, 4 grandes parties. C'est les 4 grandes parties du FAIR. Hein. La première partie, c'est le F avec donc la recherche des datasets, mais ça inclut également le moissonnage des datasets, c'est-à-dire que le fait que le dataset va être indexé dans un catalogue. D'accord ? Ça, c'est une distinction assez, qui peut être différente d'une cohorte, puisque une cohorte, en principe, on ne va pas. Une fois que les schémas des données est défini, il y aura une évolution qui va être mineure. L'accès régulé, ça c'est quelque chose qui probablement intéresse les 2 groupes de travail.
L'interopérabilité aussi, je vais revenir dessus. Et puis la gestion des. Peut-être la partie la plus qui différencie le plus le groupe, c'est de mettre à disposition un outil qui va permettre d'absorber, d'indexer des datasets et de les mettre à disposition. Évidemment, tout ça se doit faire avec une coordination avec les autres groupes de travail, y compris le groupe de travail sur les cohortes. Alors, qui sont les membres du groupe? Voilà les noms. Donc, c'est un groupe de travail qui est assez représentatif disons des chercheurs suisses. Hein, ça va de Zurich jusqu'à Genève. On a aussi 2 représentants externes qui nous servent un peu disons de conseillers, en quelque sorte. Et puis voilà, le schéma qu'on a, c'est 6 à 8 séances. En réalité, je pense qu'on est déjà plus d'une dizaine. Et puis, on devait probablement rendre notre copie très prochainement, disons, allez, en septembre ou peut-être en octobre. Mais à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de retour du comité national, de conseil national, le National Advisory Board. On n'a toujours pas, je pense que vous non plus. En fait, tout le monde s'interroge un petit peu sur ce qui se passe avec le National Advisory Board, mais enfin, à un moment donné, on aura du retour et on devrait rattraper le retard qu'on accumule. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, le livrable principal, c'est un rapport. Hein, c'est un rapport qui déjà, à l'heure actuelle, est assez touffu. Hein, on ne doit pas être loin de 80 pages environ. J'ai pris des contenus de ce rapport pour essayer d'exhiber les livrables les plus importants. Mais évidemment, ma présentation ne va être que partielle. J'ai pris ceux que je considère les plus importants. Alors, je commence tout de suite avec le schéma global de gestion du cycle de vie des données. Alors, c'est un cycle, c'est-à-dire qu'on peut commencer n'importe où et boucler, hein, par définition, mais on a quand même mis des étapes dans ce cycle. Et l'étape numéro 1 d'une gestion des données telle que prévue dans le catalogue, c'est le démarrage d'un projet, d'accord, avec disons, un accord général sur le partage des données, d'accord. Donc, on a tous l'ensemble de SPHN est conditionné par les accords de partage de données, là, les DTUA, et donc le catalogue commence avec ça en quelque sorte. Donc l'idée là, c'est qu'on va avoir probablement de la génération de données, de l'acquisition de données, de la compilation. On va peut-être, actuellement c'est pas exigé dans DMP, mais peut-être qu'il y aura des data management plans, hein, voilà, typiquement. Et puis il y aura de l'interaction avec d'autres groupes de travail de SPHN, le groupe de travail sur les données cliniques sémantiques et d'autres groupes de travail hospitaliers, HostIT, etc. Ensuite, les données vont être transformées. Elles vont être manipulées par des chercheurs, hein, structurées, nettoyées, etc. etc. Ça, c'est la partie gestion des données. Et à la limite, le data catalogue, il n'a pas particulièrement d'activité dans ce domaine-là. Hein, donc, ce qui est en rose là, le 1 et le 2, ce n'est pas spécialement lié au data catalogue. Ensuite, on a la recherche à proprement dite, hein, l'analytique de la recherche, l'analyse statistique, peut-être sur les échantillons, etc. Ça, c'est le travail du chercheur, en quelque sorte. Toujours pas tellement d'activité du data catalogue. Et puis, il va falloir probablement, tout au long de ce cycle-là, stocker des données. Alors là, au point 4, on s'approche de nécessité de travailler avec le data catalogue, puisque c'est le moment où la donnée elle-même va être mise dans une archive, appelons ça une archive si vous voulez, hein, et où on va commencer à lui associer des métadonnées. Voilà, on va dire cette donnée va être archivée, elle est créée par, je sais pas, par un PI, elle porte sur un certain sujet, elle a un certain nombre de populations, etc. etc. Puis on stocke le consentement probablement tout au long de ce cycle-là, mais là, les choses se figent en quelque sorte. Hein. Et puis le point 5, c'est le moment où
quand on publie la donnée, alors on ne publie pas forcément la totalité de la donnée, mais en principe, on va au moins publier les résultats de l'étude, hein, qui peut être positif ou négatif, mais on va les publier. Et puis, va se poser en fait la question de qu'est-ce qu'on fait des données associées. Et là, évidemment, le travail est facilité si dès le début, on a enregistré les métadonnées sur le consentement et autres. Au moment de la publication, on va indexer toutes ces informations, les métadonnées qui décrivent le dataset, dans un catalogue. Voilà. Là commence le travail du data catalogue. Ensuite, si on regarde l'étape 6, on est dans le cas d'un chercheur qui voudrait réutiliser ces données. Et là, quand on veut réutiliser les données, on va faire une exploration du catalogue. Alors, il y a deux cas de figure. Soit la donnée qu'on cherche, elle existe, soit la donnée qu'on cherche, elle n'existe pas. Alors, si elle n'existe pas, on va sauter directement au point 1. C'est la flèche orange, là. Enfin, je sais pas qu'est-ce que... Environ orange, marron. Et on est au point 1 et la donnée n'existe pas, il faut la créer. En revanche, si la donnée existe, même partiellement, alors là, on va faire une requête pour obtenir la donnée, donc c'est l'étape 7. Et puis, selon on va dire, tel que défini les conditions d'accès à la donnée, on va devoir demander un accès à un comité qui gère l'accès à la donnée, donc le DAC, hein, le DAC qui va donner ou pas l'accès à la donnée. Voilà. Et on se retrouve au point 1, avec à nouveau l'analytique, le stockage, la transformation, et peut-être la génération de nouveaux, enfin probablement la génération de nouvelles données qui peuvent être construites sur les données précédentes, hein, partiellement ou en totalité, et à nouveau des métadonnées associées, une publication. Alors la publication, ça peut être la publication de l'article scientifique, hein, mais ça peut être simplement la publication du dataset. Voilà, ça c'est pour le cycle global de la donnée. Et vous voyez que le catalogue lui-même, on va dire, le gros de son travail, alors il peut avoir un rôle au niveau du data management plan. On pourrait stocker les informations sur le data management plan dès l'étape 1, mais l'essentiel du travail commence en 5 ou juste avant 5, au niveau de 4. Voilà. Alors, ça c'est pour le schéma général. Alors, ensuite, quand on va créer un catalogue de ce type-là, on a plusieurs choix d'architecture. Alors, premier choix d'architecture, on crée une base de données. Voilà. Bon, ça ne constitue pas en soi un catalogue. Mais enfin, on en a quand même besoin. C'est le A. Et puis ensuite, on va lui adjoindre un catalogue, c'est-à-dire en fait un index qui va pointer sur des données qui sont, elles, les données de recherche, mais l'index, lui, va pointer vers elles. Alors ça, c'est l'architecture, c'est la vision B. Il y a certains catalogues qui utilisent ce schéma-là. Ils ont juste des métadonnées qui décrivent des datasets, puis c'est tout. Zenodo, en partie, Zenodo a un peu ce genre de format. Et puis, on a troisième étage, donc C, on a les données elles-mêmes, d'accord, dans la colonne repository. On a des métadonnées qui les décrivent, hein, qui disent qui peut y accéder, quel est le mode de consentement, sur quoi porte la donnée, hein, sur quoi porte typiquement l'indication thérapeutique, ou etc. Vous voyez, ce genre de choses, la taille de la population, ça c'est du métadonnées. Et puis on crée un index qui va permettre à l'usager de naviguer dans ces données-là, voilà, sans les parcourir à la main, une à une. Voilà, ça, c'est le niveau 3. Donc, évidemment, les meilleurs catalogues de données, c'est au niveau du C, si vous voulez. Hein, on a les 3 niveaux. On a aussi des modèles où, en fait, la donnée telle qu'elle est stockée est totalement dissociée des métadonnées. Voilà. Les données sont stockées où elles doivent être stockées, dans des endroits sécurisés. Et puis, en fait, le data catalogue, il fait juste des pointeurs, il gère juste des pointeurs, avec un moteur de recherche, bien sûr, vers ces points de stockage. Et puis, dernier modèle, le modèle E, en fait, on mélange tout. Certaines données vont être stockées, disons, à proximité du catalogue, hein, pour dire les choses, voilà, à proximité du catalogue. D'autres données vont être stockées à l'autre bout de la Terre, et le data catalogue va juste les indexer. Et à chaque fois donner des pointeurs pour permettre l'accès, avec bien sûr le moteur de recherche dans l'index à droite.
Voilà. Alors, ça, c'est des architectures possibles. Évidemment, l'architecture E, c'est la plus puissante. C'est probablement celle qu'on est en train de recommander actuellement. Voilà. Alors, je passe juste sur le transparent suivant, sur à quoi ça ressemble cet index. Voilà. Les index, c'est des moteurs de recherche en réalité, hein. Et on peut tout imaginer. On peut imaginer des visualisations, des recherches d'informations à la Google. Enfin, là, on peut être très créatif. C'est quelque part, c'est pas la partie la plus à spécifier en réalité. Mais enfin, il faut aussi s'en occuper. Un bon moteur de recherche, c'est utile parce que sinon, on trouve jamais rien. Alors, pour continuer un petit peu sur les exemples concrets, bien sûr, l'un des travaux du groupe de travail, c'est de regarder l'existant. Alors là, je vous donne des exemples de recherche de datasets dans un moteur de recherche qui s'appelle dbGaP, qui est géré par le NCBI, hein, donc la National Library of Medicine, hein, aux États-Unis, qui au fond met à disposition un moteur de recherche pour trouver, dans l'exemple que j'affiche à l'écran, des datasets portant sur le cancer du pancréas. Alors voilà, on a trouvé en l'occurrence 41 datasets, c'est ce qui se trouve à gauche. Ça ressemble beaucoup à PubMed, hein, le look and feel, ça ressemble à PubMed dans la charte graphique, etc. Voilà, on nous montre une étude. Il faut juste que je décale la fenêtre Zoom parce que je ne vois pas tout. Voilà. Des informations relatives à l'embargo, c'est-à-dire quelles sont les modalités d'accès, hein. Par exemple, on peut imaginer que pour une étude pendant une année, seuls les PI conservent l'accès aux données. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de modalité en quelque sorte, hein. Voilà, donc là, en l'occurrence, l'embargo est passé. On a des informations graphiques sur les détails. On pourra aller les voir si vous avez des questions. En général, on montre la taille de la population contenue dans le dataset. Donc, le premier dataset a 15 154 participants. On décrit le design de l'étude, hein, étude longitudinale, essai clinique randomisé, etc. Enfin, tout ça, c'est décrit dans le type de l'étude. On peut ajouter des liens. Hein, les liens, c'est très important. Ça peut être des liens vers les datasets, mais ça peut aussi être des liens tout simplement sur d'autres informations. Et puis là, vous voyez, pour le premier dataset qui a aussi des contenus de données de type génétique, hein, de la séquence en quelque sorte, ben voilà, on a la plateforme qui a permis de générer la donnée de séquençage. Voilà. Donc c'est de la métadonnée. En fait, traditionnellement, on distingue ces types de métadonnées avec les 4 classes que je vous ai mis au sommet. Donc on a à la fois des données administratives, des données purement, disons, qui décrivent la sémantique descriptive de la donnée, hein. Est-ce que c'est une étude longitudinale, etc. Hein, ça peut se décrire comme on décrirait des données avec les medical subject headings, par exemple, hein. On a beaucoup de liens croisés vers les datasets, vers d'autres datasets, vers des publications, etc. Et puis, on a de l'information qu'on appelle structurelle, qui dit comment la donnée a été générée en quelque sorte. Voilà. Alors, ces classes-là, administratives, descriptives, références croisées et références structurelles, on peut avoir des variantes, d'accord, mais on peut par exemple dire que l'information structurelle, c'est une information descriptive. Vous voyez, on peut essayer de faire les choses, on peut mélanger un peu les genres, mais enfin, la plupart des catalogues dans le monde entier vont retrouver ce genre de séparation. Voilà. Il y a des exceptions, hein. Mais c'est quand même la norme, c'est d'avoir ce genre d'organisation de la donnée. Je vous montre un autre exemple pour illustrer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une donnée administrative. Eh bien, on va par exemple avoir quel est l'usage de l'échantillon de la donnée. Et puis, vous voyez, l'information administrative, elle peut aussi contenir le consentement. Vous voyez, ça peut être à différents niveaux. Au niveau descriptif, on peut avoir le type d'analytique qui a été fait sur la donnée, hein, d'accord. On peut avoir, par exemple, les sites de prélèvement. Hein, typiquement, pour un cancer du pancréas, ben, voilà, les biopsies, etc. Et puis, on a encore des références croisées, etc. etc. Voilà. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus, mais si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Je passe tout de suite à ce qu'on en fait au niveau du catalogue. Donc, on a gardé la proposition du groupe de travail, c'est de garder ces distinctions. Alors, on a eu pas mal de débats sur est-ce qu'il fallait conserver les références croisées
comme champ, enfin comme contenu particulier, ou dans chaque partie descriptive, administrative, structurale, introduire des cross-références. Vous voyez, une cross-référence structurelle, on la mettrait dans le champ structurel, une cross-référence administrative, etc., etc. À l'heure actuelle, on se dirige plutôt pour un éclatement en 3 parties au moins, et puis les cross-références sans distinction de type en quelque sorte. Voilà, ça c'est des sous-exemples. Voilà, la granularity. Et puis tout à droite, vous avez la granularité minimale qu'on aimerait avoir dans le catalogue. Alors, ça c'est assez important, c'est aussi assez technique, mais on aimerait avoir ce genre de choses-là. Voilà. On peut aussi y revenir. Voilà, y compris les informations sur les biobanques, la génomique, la protéomique, etc. Voilà. Éventuellement les cibles thérapeutiques, y compris les cibles au niveau des protéines ou des gènes, etc. Voilà. Enfin, c'est des propositions, mais évidemment, plus on met d'informations dans les métadonnées, plus ça est facile de les rechercher et plus le chercheur demande un accès d'une manière éclairée, hein, évidemment. Voilà. Je crois qu'on peut passer au transparent suivant. Alors, ce qui est possible aussi dans un catalogue, c'est de chercher sur la donnée telle qu'elle a été publiée. C'est-à-dire que si un article a été associé à un dataset, évidemment, il est très utile de pouvoir chercher cet article également. Alors voilà, toujours sur les catalogues. Donc on a regardé, là je vous donne des exemples sur 2 catalogues très connus, donc dbGaP qui est géré par le NIH et puis EGA qui est géré par l'EBI. Voilà, le genre de choses qu'on peut trouver, c'est au niveau des études, beaucoup d'identifiants pour identifier l'étude elle-même. À chaque fois, on a quelque chose en général qui va se structurer en termes de, je dirais, études. Ensuite, dans l'étude, il y a plusieurs datasets. Et dans les datasets eux-mêmes, il y a plusieurs fichiers. Vous voyez, c'est le schéma classique, hein, d'accord? Donc, étude. Chaque étude génère plusieurs datasets qui peuvent avoir des noms, qui peuvent avoir des identifiants, utiliser différentes technologies. Et à chaque fois, dans chaque dataset, des paquets de fichiers en quelque sorte, avec à nouveau des identifiants, des formats, des tailles, etc. etc. On a des contrôles qualité, donc QC Report par exemple, c'est un contrôle qualité au niveau de l'intégrité du dataset. Hein, on va dire, ah bah tiens, le dataset, il a une signature, et puis aucune donnée ne semble avoir été perdue. C'est ce genre de contrôle d'intégrité syntaxique, on va dire. Ça, c'est géré dans les catalogues. On a évidemment les conditions d'accès, avec éventuellement des liens supplémentaires vers, pour la gestion des accès. Voilà. Alors, le groupe de travail ne devait pas centralement s'occuper du Data Access Committee, mais en réalité, comme la nature a horreur du vide, on s'occupe beaucoup de ça aussi dans nos discussions. Voilà. Enfin, il ne devait pas s'en occuper. C'était dans le périmètre du mandat, mais c'est un travail qui nous a demandé un effort supplémentaire, en réalité, hein, avec un questionnaire qu'on envoie aux universités. Voilà, donc ça c'est pour EGA, qui est un très bon exemple. Et puis la même chose pour dbGaP, puisqu'on a beaucoup utilisé ce genre de choses. La structure est la même, toujours les études, les datasets et les fichiers. Voilà, hein, pour schématiser en quelque sorte les choses. Alors dans dbGaP, c'est un peu spécial parce qu'on peut avoir des études qui demandent une approbation d'un Data Access Committee, un IRB, et d'autres qui ne le font pas. Enfin, c'est géré un peu différemment aux États-Unis, mais on va se retrouver toujours avec ces parties administratives, ces parties descriptives. Hein. Là, ils utilisent le MESH beaucoup pour décrire les maladies, le MESH pour décrire les sites de prélèvement, le MESH pour décrire tout un tas de choses, etc. Évidemment, on peut aussi mettre d'autres référentiels terminologiques. On peut mettre si jamais les données sont générées en ICD, hein, la CIM10, pardon, ou la CIM oncologie, évidemment, ces données peuvent être réutilisées telles quelles ou mappées, hein, vers des ressources terminologiques ou ontologiques plus fines, voilà, type le MESH ou autre. Voilà, j'en ai à peu près fait le tour. Alors, je continue avec
plutôt le volet architecture. Alors, évidemment, un catalogue, c'est un applicatif informatique, hein, c'est ça en termes. Donc, il faut un applicatif informatique, c'est quelque chose qui doit se spécifier. Alors, on a essayé de mettre sur ce diagramme les interactions entre les différents composants du catalogue. Alors, disons, on a une vue à la fois architecturale et une vue un peu temporelle sur les données. Donc, ça ne facilite pas la lecture, mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour le moment dans le groupe de travail. Et on a pas mal, il y a eu pas mal de discussions, hein, on a une dizaine, mais c'est un consensus qu'on a réussi à produire. Alors, si on regarde le haut, là, on est sur disons, la donnée qui va être utilisée et créée dans le cadre du projet de recherche. D'accord ? Et puis, vous voyez, en bas, on a l'usage secondaire de la donnée. Hein. Secondary use, primary use. C'est une distinction sur la manière de créer les données, en quelque sorte, hein, puisque dans secondary use, la donnée existe déjà. On voit qu'au milieu, il y a le dataset catalogue. Hein, c'est-à-dire que selon qu'on va générer la donnée en haut, où la donnée va être déversée dans le dataset catalogue, ou selon qu'on va utiliser une donnée préexistante, comme dans le cas numéro 2, évidemment, dans les deux cas, on va utiliser le catalogue, mais pas de la même manière. Et puis, ce qu'on a mis encore, on a cette patate-là, ce carré arrondi avec le data control. Ça, c'est justement la partie LC, hein, c'est-à-dire comité d'éthique, Data Access Committee. Alors, ce n'est pas toujours très clair si on faudra systématiquement. Enfin, il semblerait que dans le droit suisse, on doit probablement passer par un comité d'éthique, pas forcément au même moment, en fait, hein, pour l'usage secondaire ou l'usage primaire, mais en tout cas, on va avoir ce filtrage LC dans tous les cas. Et puis, évidemment, on a la donnée stockée elle-même qui, elle, est stockée dans un environnement sécurisé. Ça, c'est dans le cadre de SPHN, c'est le réseau Biomed IT. Hein, et ça, c'est la partie qui est tout à droite. Voilà.